Dans l'actualité également, l'Est de la République démocratique du Congo, de nouveau secoué par une attaque. L'offensive a été perpétrée dans la nuit du 19 au 20 octobre dans le territoire de Beni, situé dans la province du Nord Kivu. Les assaillants ont notamment pris pour cible 2 structures de santé. Bilan, au moins 7 personnes ont été tuées et un infirmier a été kidnappé, selon une source locale. Cette nouvelle attaque est symptomatique de l'insécurité qui gangrène l'Est de la RD Congo depuis plusieurs années. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Eric Nindou, le directeur de la cellule de communication du président Félix Tshisekedi. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Nindou, une réaction par rapport à cette récente attaque qui a été attribuée aux ADF, les forces démocratiques alliées. Vous confirmez l'information ? Une attaque, une de plus, madame. Ça fait 25 ans que la RDC est meurtrie par des attaques à la fois terroristes, mais aussi par les attaques de groupes qui sont aidés, soutenus par certains de nos voisins, le Rwanda, pour ne pas le nommer. Mais en l'occurrence, en le cas d'espèce de ce que vous parlez, de ce qui est arrivé aujourd'hui, les investigations sont en cours, mais le mode opératoire nous fait penser qu'il s'agit des ADF, ce groupe terroriste qui agit au Soudan du Sud, à la frontière entre l'Ouganda, le Soudan du Sud et la RDC, et qui a rallié justement Daesh. Donc c'est vraiment un groupe islamiste radical et terroriste. Alors l'attaque a été perpétrée, je l'ai dit, dans la province du Nord Kivu, où l'état de siège a été instauré en mai 2021, tout comme la province de l'Ituri. Plus d'un an après son instauration, le bilan est loin d'être réjouissant. En mai dernier, Amnesty International a déclaré dans un rapport que l'état de siège est, je cite, utilisé comme un instrument pour écraser la dissidence. L'ONG rapporte également des arrestations arbitraires de personnes qui ont critiqué ce dispositif. Le gouvernement n'a-t-il pas failli à son devoir qui était de protéger la population et de ramener la paix dans cette partie du pays? Je ne pense pas, madame, et Amnesty International dit ce qu'ils veulent dire, mais il faut confronter leur enquête, leurs analyses à la réalité du terrain. La réalité du terrain, elle est laquelle? C'est l'ONU qui l'a dit récemment qu'il y avait une diminution de la violence. Ce n'est pas encore suffisant, puisqu'on parle de 7 morts aujourd'hui. Mais les Nations Unies ont constaté une augmentation du nombre de victimes. Une augmentation peut-être non, pas une augmentation du nombre de groupes armés récemment, mais pas du nombre de victimes. Pourquoi? Parce que l'état de siège, ça permet quoi? Ça permet, c'est une exception bien sûr, c'est une suspension de l'état normal des choses, bien sûr. L'état de siège ne devrait pas être mis en place s'il n'y avait pas un problème aussi grave qui est celui de l'insécurité. Mais aujourd'hui, il y a eu des résultats très nets de l'état de siège. Lesquels? Par exemple, on a pu casser tous les circuits mafieux. Parce qu'il faut savoir que cette violence, elle vient d'où? Elle vient des circuits mafieux qui exploitent dans des mines artisanales, contrôlées par des groupes armés, que ce soit le coltan, que ce soit l'or, que ce soit certains métaux précieux, et qui sont exportés illégalement par les pays voisins pour aller être vendus au Moyen-Orient ou en Asie. Et le fait qu'on a mis l'état de siège, la preuve que ça marche, les recettes de l'État ont augmenté. Les recettes, c'est-à-dire les douanes et tout ça ont augmenté. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'armée qui contrôle la chose a serré la vis pour que tous ces groupes trafiquants ne puissent pas agir. Et le président, de toute façon, est conscient des dommages que pose à la population dans la vie de tous les jours cet état de siège. Et il a décidé récemment, il a rencontré toutes les forces vives, c'est-à-dire les représentants, c'est-à-dire les parlementaires qui sont issus de ces 2 provinces, Ituri et Nord Kivu, et aussi le gouvernement et aussi les forces vives. Et il va organiser prochainement une grande table ronde avec toutes ces forces vives qui sont concernées par ça, pour essayer de trouver une porte de sortie. Mais jusqu'à présent, ce n'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'est la moins mauvaise. Et l'état de siège, je vous promets, allez sur place, renseignez-vous, parlez avec les populations locales. Mais dans ce cas, pourquoi la société civile demande la levée de ce dispositif? Quelle société civile? La société civile demande la levée de ce dispositif. Le Premier ministre avait demandé des décisions rapides. Oui. Qu'en est-il? Non, le Premier ministre a fait une tournée là-bas, justement. C'est du rapport qu'a remis le Premier ministre au président après avoir fait une tournée là-bas, que le président a initié justement ce dialogue avec les forces vives, avec les représentants politiques de ces provinces, pour essayer de trouver une issue, une adaptation peut-être à l'état de siège. Mais jusqu'à présent, la société civile, quand vous dites, c'est qui? Elle représente qui? Jusqu'à présent, les parlementaires qui sont là-bas et qui vivent au quotidien, et la population, savent qu'il y a des bienfaits de l'état de siège. Bien sûr que
vivre en état de siège, ce n'est pas l'état normal. Donc on voudrait revenir à l'état normal. Mais pour l'instant, c'est la moins mauvaise situation. Mais le fond du problème, c'est quoi? Le fond du problème, c'est l'insécurité qui règne dans certaines parties de l'Est du Congo. Mais elle est toujours là, cette insécurité. L'état de siège, malgré l'instauration de cet état de siège... L'état de siège, c'est une des solutions. Mais la véritable solution, pour parler, il y a deux problèmes. Au nord, il y a les ADF. Les ADF, il y a une opération conjointe entre les forces armées congolaises et les forces armées ougandaises qui ont cassé les bases arrières des ADF. Donc aujourd'hui, les ADF, ils appliquent des méthodes terroristes. Ça veut dire qu'ils vont dans les villages, ils tuent, ils égorgent, ils brûlent les villages. C'est pour semer la terreur. Mais quand on regarde les choses de près, on sait que les ADF sont en recul et ils ont perdu du terrain. De l'autre côté, au Kivu, là, au nord Kivu, là, c'est plutôt le problème avec le M23. Un groupe terroriste aussi, qui est soutenu par le Rwanda voisin, et qui occupe aujourd'hui la ville de Bunagana. Justement, parlons-en du M23. En juin dernier, le président congolais Félix Tshisekedi affirmé n'avoir aucun doute quant au soutien du Rwanda accordé au M23. Depuis, un processus de désescalade a été entamé entre les deux pays lors d'un sommet à Luanda. La feuille de route adoptée à l'issue de cette rencontre prévoit, je cite, la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat et sans condition du M23 de ses positions en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Il y a eu des avancées parce que, par exemple, il n'y a pas plus de, je crois, 3 semaines, le président a reçu le général angolais qui va présider ce qu'on appelle le mécanisme conjoint de vérification. Parce que de part et d'autre de la frontière, les Congolais et les Rwandais s'accusent parfois mutuellement de laisser passer des groupes armés ou des rebelles. Eh bien, il y a un mécanisme de vérification qui a été mis en place pour qu'en quelque sorte, un tiers garant puisse être là, et c'est ce général angolais qui va pouvoir mettre en place pour qu'on ait des preuves concrètes de savoir qui passe et qui laisse passer les autres. Mais pour revenir à ce que vous disiez, on a des preuves concrètes du soutien du Rwanda. D'ailleurs, l'ONU a ces preuves. Il y a un rapport de l'ONU qui traîne dans les tiroirs du Conseil de sécurité, et le Congo, la RDC, réclame que ce rapport soit rendu public et que ce rapport soit discuté au sein du Conseil de sécurité. Et c'est pour ça que le président Tshisekedi est en train de déployer toute une diplomatie agissante pour essayer de faire comprendre au monde entier, à nos partenaires, à nos voisins, d'abord à nos voisins africains et puis à l'ensemble du monde, que cette question de l'insécurité, de l'instabilité qui est que subit injustement la RDC, c'est quelque chose qui impacte tout le monde. Parce que vous savez que la RDC, aujourd'hui, détient les métaux rares, les métaux précieux, tels que le coltan, le nickel, le manganèse, le lithium, des métaux qui entrent en jeu dans la fabrication des batteries, par exemple, pour cette transition énergétique auquel nous aspirons tous. Pourquoi? Parce qu'il y a le réchauffement climatique, vous le savez. Dans un mois, il y aura la COP27. Donc, de ce point de vue-là, il faut que le monde, la communauté internationale, s'intéresse à la question du Congo et qu'on puisse régler ce problème pacifiquement. Parce que si on n'y arrive pas, si la diplomatie échoue, ce sera la logique de la guerre, la logique de la confrontation. Et on ne veut pas, il y a eu trop de morts. Vous savez que quand on voit dans les 10 dernières années, même les 25 dernières années, il y a près de 6 millions de morts au Congo, morts directes ou morts indirectes de cette insécurité et de cette déstabilisation qui est subie injustement par la RDC. Une dernière question, M. Ndou. Sur la tournée internationale du président Félix Tshisekedi, quel en est l'enjeu et dans quel cadre s'inscrit-elle? Elle s'inscrit justement dans cette diplomatie agissante qui veut aller parler à nos partenaires pour essayer non seulement de leur faire comprendre la réalité de la situation à l'est de la RDC, parce que souvent, ils n'ont peut-être pas les bonnes informations, tant que l'ONU, le Conseil de sécurité, n'a pas mis sur la table ce rapport, et puis aussi parler de la transition énergétique, du réchauffement climatique. Parce que le Congo, aujourd'hui, est un pays solution. C'est-à-dire, à la fois pour l'atténuation du réchauffement climatique, nous avons la forêt du bassin du Congo qui absorbe le carbone. Donc ça permet d'atténuer le réchauffement. Et puis de l'autre côté, nous avons ces métaux rares, ces métaux précieux, ces métaux stratégiques dont je viens de parler et qui rentrent dans la fabrication des batteries. Donc le Congo est un pays solution. Le président a pris son bâton de pèlerin, il va voir tout le monde pour que notamment, il était au Ghana récemment, il ira en Tanzanie pour parler à ses voisins et essayer à la fois de discuter de l'architecture sous-régionale de la paix à travers la communauté d'Afrique de l'Est et aussi d'avoir une voix unie et commune de l'Afrique face à la crise climatique, notamment, d'un mot, on réclame le financement par les pays pollueurs, les pays occidentaux,
de leurs engagements, des promesses qu'ils avaient faites lors de l'accord de Paris pour l'adaptation de l'Afrique et aussi un prix juste de la tonne carbone. Merci beaucoup Éric Ningdou d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle Merci que vous êtes le directeur de la cellule de communication du président de la République, Félix Tshisekedi. Merci. Merci madame.